Je veux vous remercier très chaleureusement tous d'être là cet après-midi, donc d'avoir accepté cette invitation pour ces rencontres, ces échanges, et surtout croiser à la fois vos cultures professionnelles, militantes aussi, associatives, institutionnelles, parce que vous êtes extrêmement divers. Vous êtes une assistance extrêmement diverse, puisque des institutionnels sont là. Évidemment, nous avons vu, pas institutionnels, mais d'abord un parlementaire, auteur d'une proposition de loi qui, dans la discussion, a commencé la semaine dernière à l'Assemblée nationale, le délégué interministériel qui est avec nous et son adjointe, c'est ça le titre exact. Plusieurs ministères sont représentés, bien entendu le ministère de la Justice, hein, la direction des affaires criminelles et des grâces, évidemment l'inspection générale, enfin je ne vais pas citer tout le monde, plusieurs ministères, le ministère du Travail et de l'Emploi, bien entendu, le ministère de la Ville et de la Jeunesse, le ministère des Outre-mer, donc plusieurs ministères sont représentés, mais vous êtes là aussi du milieu associatif, du milieu militant, des syndicats, ce qu'on appelle des think tanks ou des groupes de pression, des universitaires, j'aurais dû le dire d'abord, d'ailleurs, parce que je vous ai sous les yeux et que nous avons besoin à la fois de votre regard, de votre capacité d'analyse et de votre distance critique. Bref, vous êtes une assistance extrêmement diverse et je vous remercie très très chaleureusement d'avoir accepté de venir travailler en fait cet après-midi. La fonction publique est représentée, le secteur marchand, le secteur privé est également représenté et je crois que ça a montré à quel point ces regards sont différents. J'ai dit le défenseur des droits ? Voilà, c'est réparé. Bon, donc je mets un terme à ce grand désordre pour des citations qui ne sont pas exhaustives. Simplement, vraiment vous remercier très chaleureusement et c'est pour ça que je ne fais pas de conclusion. Je ne fais pas de conclusion parce que dans une étape, et mes remerciements ne sont pas formels, ils sont profonds dans la mesure où j'ai besoin, en tout cas je choisis comme méthode de travail pour agir, pour écrire la loi, j'ai besoin de faire remonter la diversité des appréciations, des analyses, des perceptions, des sensations aussi, et notamment sur un sujet pareil, il y a des sensations comme effet de la discrimination, des discriminations. J'ai besoin de ça et ça me paraît extrêmement nécessaire parce que les textes de loi appartiennent à nos règles communes, elles s'imposent à nous tous une fois que les législateurs les ont adoptées. Il est donc extrêmement important d'être rigoureux, exigeant dans l'écriture des textes de loi. Mais les lois s'écrivent pour les gens, il n'y a pas de matière plus vivante que le droit. Les lois s'écrivent pour la vie, elles s'écrivent pour les gens, elles s'écrivent pour la société. En conséquence, il est important que nous percevions avant de figer d'une certaine façon, non pas dans le marbre, mais simplement dans le code, avant d'inscrire ces dispositions, il est important que nous ne laissions hors du champ de la compréhension du législateur aucun aspect, aucune approche, aucun angle qui pourrait enrichir la règle que nous allons écrire. En l'occurrence, la règle que nous allons écrire n'est pas une règle de fond pour le droit, mais une règle de procédure, parce qu'il s'agit, et je crois que vos échanges l'ont démontré, l'ont illustré de façon encore plus nette, eu égard en tout cas aux comptes rendus qui nous ont été présentés, il s'agit de permettre l'action, de rendre l'action plus efficace et de prendre en considération ce qui finalement se construit de façon très empirique, mais ne trouve pas encore sa traduction dans le droit. Nous serons confrontés, bien entendu, à un certain nombre de difficultés. Nous sommes déjà confrontés à un certain nombre de difficultés. Il y a des milieux qui sont inquiets de la seule perspective d'une action de groupe. Nous avons commencé pourtant à introduire l'action de groupe dans le droit, puisque vous savez que la loi sur la consommation a introduit l'action de groupe, que la loi sur la santé également a introduit l'action de groupe. Nous aurions pu continuer avec un droit que l'on fragmente de plus en plus, donc que l'on rend de plus en plus inopérant, avec des magistrats confrontés à des difficultés introduites par le législateur lui-même, donc une relative impuissance qui est due à la complexité de la législation. Nous voulons éviter cela, mais nous n'allons pas avancer masqués non plus, parce que nous savons ce que représentent les discriminations et leurs effets. Et nous sommes bien déterminés dans cette démarche-là à éteindre les effets, en tout cas à les contenir, à les réduire et autant que possible à les éradiquer. Donc nous n'allons pas avancer masqués.
Nous allons le faire dans la plus grande honnêteté, dans la plus grande clarté, c'est-à-dire que nous prenons le temps d'entendre les inquiétudes, les interrogations, les protestations même de ceux qui craignent que cette action de groupe ne vienne introduire dans notre droit de potentiels dysfonctionnements, puisqu'il y a une vision parfois d'ailleurs fantasmatique de la class action aux États-Unis, mais l'inquiétude est vraiment d'éviter qu'il y ait une espèce de débordement de procédures judiciaires, que tout d'un coup on trouve des procéduriers absolument oisifs et vindicatifs qui vont passer l'essentiel de leur temps à faire de l'action de groupe et à importuner les employeurs, les ministères déjà aussi, à importuner évidemment par ricochet les magistrats, à importuner tout le monde, les greffiers, hein, qui n'ont pas besoin qu'on leur apporte des charges de travail. Donc il y a des personnes qui ont cette angoisse-là. C'est une angoisse que nous pouvons entendre et sur laquelle nous posons un certain nombre de réponses, avec respect, avec considération, mais en disant que nous sommes dans une société qui a un socle de valeurs, et ce socle de valeurs, il tient autour d'un certain nombre de principes très, très simples et très clairs. Parmi ces principes très clairs, c'est que les citoyens sont égaux entre eux. Les citoyens sont égaux. Il y a un pacte républicain qui pose très clairement l'égalité des citoyens. Et ce pacte républicain, il est mis à mal lorsqu'une discrimination est pratiquée. Il est mis à mal. C'est-à-dire qu'une personne qui décide de ne pas inscrire à l'école ou à l'université, de ne pas accorder un emploi à une personne qui le mérite, de ne pas octroyer un logement à une personne qui a droit, cette personne met en péril le pacte républicain. Elle égratigne le pacte républicain. Et ça, ce n'est juste pas acceptable. C'est une des impunités les plus inconcevables dans une société, dans une nation qui a décidé de se construire sur une base civique et qui dit qu'elle reconnaît tous les citoyens, que tous les citoyens ont les mêmes droits. Donc ça, nous devons le faire cesser. Nous devons le faire cesser, d'autant que nous connaissons les effets individuels, les effets psychologiques, les effets sociaux, les effets matériels aussi des discriminations sur les individus. Donc il ne s'agit pas d'ouvrir une guerre de tranchées dans la société, il s'agit de faire en sorte que nous soyons enfin conformes à ces valeurs et que nous nous donnions par le droit, il ne s'agit pas d'instaurer par la force, il ne s'agit pas d'introduire de l'arbitraire, il s'agit d'inscrire dans le droit les moyens de réduire, de faire reculer et parfois tout bêtement de faire prendre conscience, c'est ce que vous indiquiez tout à l'heure, de faire prendre conscience de discrimination, parfois massive, parfois partielle, parfois profondément perfide, je ne dirais pas subtil, subtil est un mot positif, perfide, de faire prendre conscience de ces discriminations, y compris ces discriminations systémiques. D'autres pays ont déjà franchi ce pas. Je pense au Canada notamment, en particulier la région du Québec, et alors les États-Unis beaucoup, mais les États-Unis, on a du mal à voir les vertus parce qu'il y a l'œillère des abus et du coup ça empêche de regarder de façon à la fois lucide et posée avec sang-froid, tout simplement de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Moi j'ai pu entendre vos deux interventions dans deux ateliers différents, on voit bien à quel point une dynamique a démarré du fait de l'action de groupe, et cette dynamique est tout à fait intéressante. Nous avons des associations, elles sont déjà constituées, elles agissent, elles sont profondément militantes, et j'ai perçu quand même cette ambiance-là cet après-midi. Mais il peut y avoir aussi une prise de conscience collective, y compris dans le milieu associatif, une prise de conscience collective, soit de la nécessité d'établir des passerelles entre des causes différentes, soit de la nécessité de faire émerger plus fortement une cause qui est mal perçue, qui demeure marginale, qui est considérée comme résiduelle dans les différents préjudices que génèrent les discriminations. Il y a donc des dynamiques parfois imprévues ou improbables qui sont suscitées par le fait que des citoyens, des justiciables disposent dorénavant d'un instrument judiciaire qui leur permet de faire valoir leurs droits, simplement leurs droits de citoyens, le droit à l'égalité. Alors nous savons bien qu'il y a un certain nombre de sujets à régler.
sont réglées d'ailleurs dans l'écriture du texte, mais toutes les analyses, toutes les suggestions restent encore très recevables, au moins jusqu'au début de la discussion parlementaire. Les questions à régler sont celles, évidemment, enfin, les questions en la matière sont celles des titulaires de l'action, celles des bénéficiaires de l'action, celles du délai dans lequel les bénéficiaires de l'action peuvent se faire connaître et s'inscrire dans le cadre de cette action, la question évidemment de la preuve, de la charge de la preuve. Tous ces éléments ont déjà été abordés dans la proposition de loi qui a été présentée à l'Assemblée nationale. Donc ce sont des sujets sur lesquels nous pouvons encore discuter, nous allons améliorer encore les réponses, mais il est très, très important de poser d'une part le principe, oui nous voulons l'égalité, et nous ne voulons pas que l'égalité demeure une incantation. Nous ne voulons pas que l'égalité soit juste formelle. Nous croyons à l'effectivité des droits et nous nous donnons les moyens de l'effectivité de ces droits-là. Donc le principe est là et nous n'allons pas l'atténuer. Nous n'allons pas dire que nous essayons juste de régler un problème pratique ou technique. Non, nous sommes très clairement et très franchement sur le terrain des valeurs. Il n'est pas admissible dans ce pays, dans cette société, compte tenu de son histoire complexe et paradoxale, son histoire de l'attachement à l'égalité, d'une part, mais en même temps son histoire où par étapes elle a construit les fondements même des discriminations. Elle a construit le corpus d'imaginaire qui nourrit encore aujourd'hui les discriminations. Elle a construit des doctrines aussi, cette histoire-là, pour justifier les discriminations. Je pense évidemment à la traite et à l'esclavage, où le racisme a été élaboré pour justifier un système économique qui avait une apparence binaire. D'un côté, le maître avec son apparence d'Européen et l'esclave avec son apparence d'Africain. Donc il y a eu la construction de cette doctrine racialiste d'abord et raciste par la suite. Lorsqu'on remonte dans le temps, il y a au XIXe siècle tout ce nationalisme xénophobe qui va produire la figure du juif déicide et donc justifier, construire et proclamer à haute voix l'antisémitisme. Il y a ensuite, plutôt vers les années 50-60, la figure de l'arabe qui va émerger et qui va se raccrocher à des épisodes historiques qu'on a appris à l'école d'ailleurs, c'est-à-dire Charles Martel ou Poitiers et tout le reste. Les croisades passent à travers tout cela. Donc on sait qu'il y a des représentations. Et c'est bien pour ça qu'il y a aussi de la discrimination systémique. C'est parce qu'il y a aussi de la discrimination inconsciente et non délibérée. Il y a des représentations qui sont inscrites dans nos schémas psychologiques et psychoculturels, je dirais, et ces représentations nourrissent des attitudes, des réflexes, des préjugés, toute une série de clichés. Donc c'est à cela que nous nous attaquons. C'est à cela que nous nous attaquons. Et pour celles et ceux qui craignent, parce que notamment les milieux socioprofessionnels, parce que notamment le monde économique a des inquiétudes que nous entendons entendre et que nous entendons respecter en y apportant des réponses. Moi, je leur dis très, très clairement, lorsqu'il s'agit de discrimination systémique, s'ils sont de bonne foi et s'ils adhèrent comme nous au fondement de ces sociétés, aux valeurs républicaines de cette société, ils sont d'accord pour que nous nous mettions ensemble pour faire cesser ces discriminations systémiques. Et nous pouvons travailler ensemble. Et c'est bien pour ça que dans le projet de loi, nous avons prévu une phase amiable. Nous pensons que nous devons analyser ensemble, construire des réponses ensemble, faire cesser ensemble les préjudices, les actes qui produisent des préjudices. Nous devons le faire ensemble. Donc tant qu'il y a de la bonne foi, nous pouvons travailler ensemble à faire en sorte que nous renforcions le lien social, que nous organisions davantage la cohésion dans la société. Et s'il y a de la mauvaise foi, on ne va pas se mettre à avoir des états d'âme de sanctionner des personnes qui délibérément pratiquent des discriminations. On ne va pas se mettre à s'interroger quant à savoir si on a le droit et si on a raison de sanctionner le racisme, de sanctionner l'antisémitisme, de sanctionner les pratiques sexistes, de sanctionner l'homophobie, de sanctionner la discrimination au handicap. On ne va pas s'interroger, très clairement.
Et je crois qu'ici, il n'y a personne qui s'interroge. Moi, je proclame sans difficulté que je ne vais pas m'interroger là-dessus. C'est délibéré, c'est démontré, c'est sanctionné. On met un terme à la pratique. C'est fortuit, c'est inopiné. Nous travaillons ensemble et nous y mettons un terme ensemble sans que cela nécessite forcément une sanction. C'est donc dans cet état d'esprit, parce que nous sommes bien motivés par le souci de faire en sorte que les valeurs aient un sens, voilà, qu'elles ne soient pas juste inscrites dans la Constitution, qu'elles ne soient pas juste proclamées, qu'elles ne soient pas là pour nous donner bonne conscience, mais qu'elles doivent bien être une réalité au quotidien, en tout point du territoire, en toutes circonstances, et que les personnes qui, justement, très souvent, font l'objet de discriminations parfois cumulatives, que ces personnes-là, qui donc subissent ces vulnérabilités dans la société, non pas parce qu'elles-mêmes sont structurellement vulnérables, mais parce que les conditions dans lesquelles elles évoluent, leur trajectoire de vie dans la société, fait qu'elles deviennent vulnérables. Lorsqu'il y a une accumulation de relégations territoriales, de difficultés de mobilité, y compris géographique, parce qu'il n'y a pas de transport en commun ou que c'est compliqué de bouger, de sortir de son territoire, qu'il y a une réalité objective d'exclusion sociale par le logement, insuffisance publique des politiques de logement ou des politiques d'aménagement territorial, une exclusion par le fait d'être relégué loin des structures culturelles, des structures éducatives, etc. Lorsque des personnes comme ça subissent une accumulation de difficultés et d'éléments de marginalisation et d'exclusion, il est évident que ces personnes se retrouvant, essayant de pénétrer la société, en sont encore exclues, en tout cas en sont refoulées par des pratiques discriminatoires, nous avons le devoir de faire en sorte que ces personnes soient réparées dans leurs droits et autant que possible dans l'intégralité de leurs droits. Et c'est cela, mettre en pratique les valeurs de la République. C'est ne pas détourner le regard, c'est ne pas faire semblant de ne pas voir, c'est ne pas ignorer, ni par inadvertance, ni par indifférence, ni par lâcheté, c'est ne pas faire comme si nous ne savions pas, nous savons. Donc c'est bien ce que nous sommes en train de faire, l'objectif c'est bien ça, c'est faire en sorte que l'égalité soit une réalité dans ce pays. Et que la puissance publique soit en capacité de protéger celles et ceux qui, durablement ou ponctuellement, font l'objet d'un acte qui les exclut de la communauté nationale. Donc c'est ce que nous faisons, nous allons le faire avec rigueur, parce que je répète, c'est la maison du droit ici. Nous sommes vigilants sur la qualité de l'écriture du droit. Nous sommes exigeants sur les implications de ce que nous écrivons dans le droit. Donc nous le faisons ainsi et nous le faisons en conscience. C'est donc pour cela que nous allons proposer aux législateurs d'être, comme le disait Chamfort, les artisans paisibles de la raison. Parce que faire reculer les discriminations, c'est tout simplement faire triompher la raison. Merci encore à tous d'avoir ainsi participé à l'enrichissement de notre compréhension du sujet.